C'était l'histoire de comment j'ai failli mourir, gamin, seul, à la maison, et probablement la nuit la plus intense de ma vie, avec beaucoup trop d'événements. On était une famille de 5. J'avais 10 ans à l'époque. Mon grand frère en avait 14 et ma petite sœur 5. C'était un vendredi soir. Mon frère était sorti avec ses potes faire des conneries, clairement, parce qu'un coup de fil redouté est arrivé à mes parents. Je me souviens juste que j'étais dans ma chambre à jouer à un jeu vidéo Star Wars quand j'ai entendu ma mère commencer à flipper et pleurer. J'ai eu super peur et je me suis précipité pour voir ce qui n'allait pas. Ma mère était au téléphone avec l'hôpital qui appelait pour informer mes parents que mon frère s'était fait renverser par une voiture. Évidemment, on était tous secoués et vraiment effrayés. La jambe de mon frère était cassée, mais je ne sais pas ce qui a été dit d'autre au téléphone. Tout ce que je sais, c'est que mes parents se sont dépêchés de mettre leur manteau, ont pris ma petite sœur de sa chambre et m'ont demandé si ça allait pour moi de rester seul à la maison. J'ai dit oui, et ils se sont précipités vers la voiture et sont partis. J'étais bien sûr très inquiet pour mon frère, mais je ne voulais vraiment pas aller à l'hôpital et le voir dans un mauvais état. Je ne pense pas que mes parents voulaient que ma sœur ou moi y allions non plus. Mais ils ne voulaient pas laisser ma sœur de 5 ans à la maison sans eux. Il faut mentionner que mon frère s'est bien remis, car sa blessure n'est plus pertinente pour l'histoire, à part le fait que c'était la raison pour laquelle j'ai été laissé seul à la maison un vendredi soir. Avant que mon père ne parte, il essayait de calmer ma mère en lui disant que tout allait bien se passer. Voir mon père comme ça m'a rassuré. J'avais l'impression que ma mère exagérait juste, comme n'importe quelle mère l'aurait fait. J'ai continué à jouer au jeu Star Wars pendant encore quelques heures quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'avais fermé la porte de ma chambre à ce moment-là. Il était facilement passé minuit et l'heure de mon coucher, alors j'ai éteint la télé et la PlayStation et je me suis glissé dans mon lit avec ma Game Boy. J'ai essayé d'écouter pour entendre les voix de mes parents, peut-être entendre si mon frère était avec eux ou juste entendre ce qu'ils disaient, mais je n'ai rien entendu. Après quelques minutes, sans les entendre monter les escaliers, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Je suis allé à ma porte et l'ai ouverte doucement, puis je me suis dirigé vers le rebord et la balustrade qui surplombait le salon. Les lumières étaient éteintes, mais il y avait 3 grandes personnes debout dans mon salon. Ce n'était pas ma famille. J'étais tellement pétrifié que je suis resté figé pendant une seconde, avant de pouvoir retourner silencieusement dans ma chambre et fermer la porte, aussi doucement que possible dans ma peur. Mais ce n'était pas assez silencieux, et je le savais. Ils avaient dû entendre le clic de la porte, même léger. Je me suis précipité vers la porte de mon placard, l'ai ouverte doucement, suis entré à l'intérieur, puis l'ai fermée. Je me suis assis derrière un tas de cartons et de sacs de vêtements qui étaient entassés dans mon placard. J'étais en fait assez bien caché. Il y a eu une courte période qui m'a semblé une éternité, pendant laquelle j'anticipais l'ouverture de la porte de ma chambre, et ça s'est produit. À ce moment-là, j'ai su que j'allais mourir. J'ai entendu des pas entrer dans la chambre. Je ne pouvais pas dire combien de personnes il y avait. Peut-être 1, peut-être 2. J'ai entendu les pas se diriger vers mon lit et j'ai entendu qu'on touchait mes couvertures. Puis le silence. Encore des pas vers la porte du placard. Puis le silence pendant quelques secondes. Et ensuite, la porte du placard s'est ouverte. Mon cœur battait dans ma gorge à ce moment-là. Tout ce que j'ai fait, c'est rester assis, silencieusement, et retenir mon souffle. La porte est restée ouverte pendant très longtemps, mais je n'ai pas levé les yeux, je n'ai pas bougé. Ça a dû durer une bonne vingtaine de secondes de silence,
avant que la porte ne se referme. Des pas se sont éloignés de la porte, puis sont sortis de la chambre. J'ai finalement levé les yeux et je me suis rendu compte qu'à l'endroit où j'étais accroupi derrière les sacs et les cartons, j'aurais pu être visible pour cette personne. Ce n'est que probablement 1 heure plus tard que j'ai entendu mes parents revenir. J'ai couru les rejoindre en bas. La porte d'entrée avait été laissée entr'ouverte par les personnes qui étaient entrées par effraction, et elles avaient volé un certain nombre d'objets de valeur dans notre maison. C'était une nuit qui est passée de mal en pis pour notre famille. Mes parents étaient tellement pressés quand ils sont partis pour l'hôpital qu'ils n'ont apparemment même pas fermé la porte à clé. J'ai eu de la chance de ne pas avoir été tué ou kidnappé. Maintenant, quand j'y repense, je me demande vraiment si la personne qui a ouvert le placard et est restée là pendant 20 secondes m'a vu caché dedans. Peut-être que c'était juste un mec qui était venu cambrioler une maison, pas pour kidnapper ou blesser un enfant. Ou peut-être qu'il ne m'a tout simplement pas vu et que j'ai juste échappé de peu à la mort ou à des blessures. Une fois, quand j'étais encore adolescent et que je vivais chez mes parents, je me suis retrouvé seul à la maison pendant 1 semaine entière. C'était une occasion rare car mes parents ne sortaient pas beaucoup. Une amie riche de ma mère, Patty, avait invité mes parents à un voyage qu'elle payait. Je suis fils unique, donc j'ai été laissé seul dans la maison. Nous vivions à Newark, dans l'Ohio, dans le comté de Licking. Oui, notre comté s'appelait vraiment Licking. La vieille maison de mes parents avait des bois à l'arrière et se trouvait sur une route tranquille où seules quelques voitures passaient par jour. Nous avions une grande terrasse à l'arrière qui donnait sur les bois et un jardin assez grand. On avait même un petit bassin à poissons et une piscine hors sol. C'était un jeudi soir, je m'en souviens, parce que j'avais discuté avec des amis de projet pour le week-end ce jour-là. C'était en juillet 2013. J'étais sur la terrasse, en train de fumer du cannabis, avec ma sono qui jouait de la musique. C'est à peu près à ce moment-là que ça a commencé. J'ai cru entendre une voix venant des bois. J'ai baissé la musique et écouté un moment. Ça ne s'est pas répété, alors j'ai remonté le volume. Quand la musique est redevenue forte, j'ai encore entendu une voix venant des bois. Cette fois, j'ai complètement coupé la musique et écouté plus longtemps. Il y avait bien une voix qui appelait depuis les bois, confirmant que je n'avais pas rêvé. C'était une voix d'homme qui disait « Hé, par ici ». Elle était un peu lointaine, mais pas trop. Les bois étaient à environ 20 à 30 mètres de la terrasse, et c'est de là que venait la voix. Je n'ai pas pensé une seule seconde que c'était quelqu'un qui m'appelait. Je me suis dit que c'était peut-être juste des gamins qui jouaient à cache-cache. La voix a appelé à nouveau. « Hé, par ici, on a besoin d'aide. » Cette fois, j'ai réalisé que la voix était trop grave pour être celle d'un enfant. Et quand une voix crie « on a besoin d'aide », évidemment, c'est toujours un peu inquiétant. Je commençais à être mal à l'aise, car maintenant je me demandais si ces cris m'étaient adressés. J'ai alors entendu la voix crier « Droit devant vous, s'il vous plaît, venez nous aider !» Et la voix venait effectivement droit devant moi, dans les bois. J'ai eu le sentiment que c'était dirigé vers moi. J'ai répondu à contre-cœur « Qui est-ce ?» Et ils ont répondu « On a juste besoin d'aide, on est coincé dans les bois. » J'ai demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et la voix a répondu « S'il vous plaît, venez juste nous aider, droit devant vous. » Je me suis levé de mon siège, j'ai descendu les marches de la terrasse sur l'herbe et j'ai avancé vers les bois. J'ai crié « J'arrive, où êtes-vous » La voix a répondu instantanément « Juste devant vous, je vous vois. »
J'ai répliqué « Attendez, vous êtes seul ou avec quelqu'un ?» Cette fois, il n'y a pas eu de réponse. Je me suis arrêté net à mi-chemin des bois. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai commencé à reculer vers la maison et la terrasse. Je ne voulais même pas tourner le dos au bois, car il m'avait fallu tout ce temps pour réaliser qu'il y avait quelque chose de très suspect dans cette situation. J'ai réussi à revenir sur la terrasse, et la voix n'a plus rien dit. S'ils m'avaient vraiment vu, et que c'était réel, ils auraient dit quelque chose comme « Où allez-vous ?» au minimum. Ils savaient que j'avais compris la situation. Mais qui sait combien de personnes il y avait là-dedans? Ça aurait pu être une, ça aurait pu être 3. Tout ce que je sais, c'est que se retrouver coincé dans les bois n'a absolument aucun sens, surtout s'ils ou ils étaient incapables de littéralement me voir. Quoi? Leur t-shirt s'était accroché à une branche. Je suis rentré dans la maison et j'ai fermé toutes les portes à clé, juste pour être sûr. Je me suis posé dans mon salon pendant un moment, toujours défoncé, et je pense que c'est pour ça que j'étais plus confiante au début, à cause de mon état de détente dû au cannabis. Puis j'ai entendu la voix, à nouveau depuis l'extérieur, plus proche maintenant, définitivement dans le jardin et non plus dans les bois. J'ai entendu des éclaboussures d'eau, ça pouvait être la piscine ou le bassin. Je me suis précipité à la fenêtre pour voir. Je n'ai vu personne au début, mais ensuite, la voix a appelé « Je te vois » avec un rire. Je l'ai remarqué, c'était un gars, au moins un gars visible. Il était caché derrière la piscine de l'autre côté, et je ne pouvais voir que sa tête. Il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit d'autre que ses cheveux foncés de longueur moyenne. J'ai fermé les stores et j'ai essayé de l'ignorer. Peut-être qu'il perdrait intérêt s'il voyait que je ne lui prêtais pas attention. C'était probablement un malade dérangé qui aimait embêter les gens. Alors je ne voulais pas lui donner ce qu'il voulait. Mais j'ai atteint mon point de rupture quand il y a eu un horrible coup agressif sur la fenêtre où je venais de fermer les stores. Et de l'autre côté, le gars criait « Au secours !» J'ai hurlé à plein poumon « Casse-toi, espèce de taré, la police arrive !» Je l'ai crié encore et encore, essayant d'avoir l'air encore plus fou que lui. Je l'ai entendu commencer à rire de l'autre côté de la vitre. Son rire a commencé à s'estomper, alors que je suppose qu'il s'éloignait. Je me suis rassis sur le canapé, tremblant, secoué, à bout de souffle. Je suis resté assis là un moment, et il semblait que le gars avait vraiment abandonné. J'ai quand même bien dormi cette nuit-là, parce que le cannabis m'aide à dormir. Je me demande si j'aurais géré cette situation différemment, si je n'avais pas été défoncé. Cette situation m'a rendu plus méfiant quant aux personnes à qui j'ouvre ma porte. L'été dernier, à 22 ans, j'étais loin d'être un fêtard. Quand je sortais, c'était généralement sous la pression de mes amis. Cette nuit-là ne faisait pas exception. Mon pote Philippe m'avait invité à une soirée improvisée chez un certain Randy. Réticent mais curieux, j'avais accepté. On devait s'y retrouver, mais au dernier moment, Philippe m'a lâché. Me voilà donc, planté devant une maison inconnue, hésitant entre faire demi-tour ou tenter l'aventure. Finalement, je me suis décidé à entrer. Randy, le propriétaire, m'a accueilli chaleureusement. L'ambiance était plus détendue que je ne l'aurais cru, et j'ai commencé à me laisser aller, enchaînant les verres. Vers 2 heures du matin, la tête me tournait. J'ai cherché un coin tranquille pour reprendre mes esprits. Après avoir erré dans les étages, j'ai fini par trouver une sorte de grenier poussiéreux. J'ai ouvert la fenêtre, laissant l'air frais me revigorer. C'est alors que j'ai entendu un bruit sur le toit.
Intrigué et désinhibé par l'alcool, je suis sorti par la fenêtre. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. 2 silhouettes masquées, des sacs à la main, sortaient d'une autre fenêtre. Des cambrioleurs. Mon cerveau embrumé a mis du temps à réagir. Devais-je crier, les confronter? Et s'ils étaient armés? Dans ma confusion, j'ai trébuché, attirant leur attention. L'adrénaline a pris le dessus. Je ne pouvais pas les laisser s'enfuir après l'accueil chaleureux de Randy. J'ai suivi les intrus, tentant d'appeler la police. Mais mon téléphone m'a échappé des mains, alertant les voleurs. Dans un élan de bravoure ou de folie, j'ai arraché une tuile et l'ai lancée vers eux. J'ai manqué ma cible, mais l'un des cambrioleurs a perdu l'équilibre, dégringolant du toit pour s'écraser au sol. Son complice s'est enfui par un arbre voisin. Les sirènes de police ont retenti. Quelqu'un d'autre avait dû les appeler. J'ai titubé jusqu'au rez-de-chaussée pour prévenir Randy. La fête s'est brusquement arrêtée, laissant place au chaos et à l'incrédulité. La police est arrivée, arrêtant le cambrioleur blessé. Son complice avait disparu dans la nuit. Randy m'a remercié chaleureusement, encore sous le choc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée chez Randy, j'ai découvert la suite cauchemardesque de cette nuit. La maison avait changé. Portes et fenêtres renforcées. Système de sécurité dernier cri. Randy nous a raconté l'enfer qu'il vivait depuis le cambriolage. Le voleur arrêté n'avait pas dénoncé son complice, et ce dernier semblait avoir juré vengeance. Des lettres de menaces, des photos inquiétantes de la famille, des rôdeurs autour de la maison. La vie de Randy était devenue un thriller angoissant. Son père avait transformé la maison en forteresse, mais la peur persistait. Alors que l'été approche à nouveau, je ne peux m'empêcher de penser à Randy et à sa famille. Que leur réserve l'avenir? Le cambrioleur en fuite reviendra-t-il terminer ce qu'il a commencé? Une chose est sûre, cette nuit de fête a marqué le début d'un cauchemar dont personne ne voit la fin. C'était il y a un mois que tout a commencé, mais laissez-moi vous plonger dans mon univers. À 24 ans, je vis encore chez mes parents, dans une maison modeste, où chaque centime que je gagne est vital pour notre survie. L'ambiance y est électrique, les disputes fréquentes, et je me réfugie souvent dans ma bulle pour échapper à cette tension constante. Mon échappatoire, le fitness, c'est ma thérapie, mon exutoire. À 10 minutes en voiture de chez moi, se trouve un parc avec des équipements de musculation en plein air. J'aime m'y rendre la nuit, quand la ville dort, et que la nature apaise mon esprit tourmenté. Cette nuit-là, l'air était lourd, presque suffocant. Le mercure frôlait les 30 degrés, fuyant une énième dispute parentale. Je me suis glissé hors de la maison. Ma vieille Corolla blanche m'attendait, fidèle compagne de mes escapades nocturnes. Le moteur a toussé avant de s'ébrouer, et j'ai filé vers mon havre de paix, cheveux au vent. Arrivé au parc désert, je me suis dirigé vers les barres de traction. La vue sur la ville endormie en contrebas ajoutait une touche de magie à ce moment. J'ai commencé mes exercices, me perdant dans l'effort, oubliant le monde qui m'entourait. C'est alors que je l'ai senti, cette présence, ce frisson glacé qui a parcouru ma colonne vertébrale. Je me suis retourné brusquement, et là, à quelques centimètres de mon visage, se tenait un homme. Grand, l'air hagard, un sourire dément plaqué sur ses lèvres gercées. J'ai hurlé, bondi en arrière. Son rire rauque a déchiré le silence de la nuit. « Désolé, je ne voulais pas t'effrayer », a-t-il gloussé. Ses yeux, 2 billes folles, ne me quittaient non pas. « Je te vois souvent ici, tu pourrais m'apprendre ?» Mon cœur battait la chamade,
J'ai balbutié une excuse, repris mes exercices, espérant qu'il partirait, mais je sentais son regard me brûler la nuque. Et puis, l'impensable s'est produit. Dans un murmure, il a prononcé mon nom complet. La panique m'a submergé. Sans réfléchir, j'ai couru vers ma voiture, sentant sa présence menaçante derrière moi. Avant de quitter le parc, j'ai jeté un dernier regard. Il était là, suspendu à la barre, imitant mes mouvements, avec une précision effrayante. Le lendemain, une enveloppe m'attendait devant chez moi. À l'intérieur, 10 photos, 10 instantanés de ma vie. Moi, au travail, dans ma voiture, au parc. La plus terrifiante, moi, endormi, photographié depuis l'extérieur de ma chambre. La nausée m'a envahi. J'ai quitté mon chantier en catastrophe, direction le commissariat. J'ai montré les photos, décrit l'homme du parc. Les policiers ont promis d'enquêter, mais je sentais bien que sans preuve concrète, l'affaire risquait de traîner. Depuis, c'est l'enfer. Des coups à la porte, en pleine nuit. Des mots doux, laissés sur ma voiture. La peur qui ne me quitte plus. Mes parents, pour une fois solidaires, cherchent une nouvelle maison. Mais avec nos moyens limités, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vis dans la crainte, dormant d'un œil, sursautant au moindre bruit. Qui est cet homme? Que me veut-il? Combien de temps avant qu'il ne passe à l'acte? Dans cette chaleur étouffante de l'été, un froid glacial s'est emparé de mon existence. Chaque jour est une lutte, chaque nuit un cauchemar. Mais je ne lâcherai pas. Je découvrirai qui est ce stalker et je mettrai fin à ce jeu macabre, quoi qu'il m'en coûte. J'étais seul à la maison une nuit pour une raison dont je ne me souviens pas. Tout ce dont je me rappelle, c'est que toute ma famille était absente. J'avais 15 ou 16 ans à l'époque. J'étais un grand joueur à ce moment-là, obsédé par StarCraft, et j'admets que je passais parfois un week-end ou deux à jouer à StarCraft ou à d'autres jeux sur PC. C'était juste avant le début du confinement lié au Covid. Je jouais à StarCraft sur mon ordinateur dans ma chambre, au rez-de-chaussée. Quand la sonnette retentit 2 fois, je me précipitais vers la porte, ne voulant pas être loin du jeu trop longtemps de peur de perdre. J'arrivais à la porte d'entrée et demandais « Qui est-ce ?» comme je le faisais toujours quand j'étais seul. Une voix douce et faible de l'autre côté dit quelque chose que je ne pus entendre. Cela ressemblait à une voix de femme. J'ouvris la porte moustiquaire nous séparant toujours, et je vis une femme âgée debout de l'autre côté, avec un grand sourire sur le visage. Elle avait les mains derrière le dos. Je dis à travers la porte « Je peux vous aider ». Elle répondit qu'elle avait besoin d'utiliser un téléphone et demanda si elle pouvait entrer. Depuis que j'étais petit, on m'avait toujours appris à ne jamais laisser entrer un étranger dans la maison, y compris les femmes. Je me sentais très mal à l'aise, ne sachant pas comment la renvoyer. Je la redirigeais vers la bibliothèque, à quelques pâtés de maison, pensant qu'ils auraient sûrement un téléphone. Au fond de moi, je savais que la bibliothèque était fermée à cette heure-ci, mais j'essayais juste de faire partir cette étrangère qui tentait d'entrer dans ma maison. Elle souriait toujours, mais ce qu'elle dit ensuite ne correspondait pas à son sourire. Elle dit « C'est très impoli de renvoyer une vieille dame qui demande de l'aide. » Je répondis, de la seule façon que je pouvais imaginer, en disant que mes parents n'autorisaient pas les étrangers à entrer dans la maison, que c'était une règle de la maison.
Je commençai lentement à fermer la porte en m'excusant, et elle resta là, immobile, mais toujours en train de me sourire. Bien que son sourire n'ait pas changé, il semblait soudain beaucoup plus menaçant. Je retournai dans ma chambre quand la sonnette retentit à nouveau. Il n'était pas question que j'ouvre à nouveau la porte. Cette femme dégageait des vibrations étranges dès le début. Peut-être que quelque chose n'allait pas chez elle. Peut-être qu'elle n'était pas totalement consciente. Je n'avais aucun moyen de le savoir, et c'était peut-être égoïste de ma part de la renvoyer. Mais je n'allais ouvrir la porte à personne quand j'étais seul à la maison. Je retournai à mon jeu. Peu de temps après m'être rassis, j'entendis quelque chose taper sur la fenêtre. C'était un son de cliquetis, comme quelque chose de métallique. La fenêtre était directement devant mon bureau. J'avais baissé le store, donc je ne pouvais pas voir ce qui faisait le bruit. Mais j'avais déjà une idée. Ma chambre était la seule pièce de la maison, avec une lumière allumée. L'horrible pensée que c'était la vieille femme d'avant et qu'elle était venue jusqu'à ma fenêtre me terrifiait. J'éteignis le son de mon ordinateur. À ce stade, je ne me souciais plus de mon jeu. Le bruit de cliquetis sur la fenêtre persistait. Je me dis « Merde !» et partis dans une autre pièce de la maison. Je m'assis dans l'obscurité du salon pendant un moment, quand la sonnette retentit à nouveau. Cette femme me harcelait maintenant. J'essayais de me convaincre qu'elle n'était pas une menace, juste une vieille femme folle qui ne savait probablement pas où elle était. Quand elle sonna une deuxième et une troisième fois, je décidai d'aller ouvrir la porte et de lui demander s'il y avait quelqu'un que je pouvais appeler pour elle. Mais quand j'ouvris la porte, il y avait maintenant un homme de l'autre côté. Il semblait avoir environ 10 ans de moins qu'elle. Il dit à travers la porte moustiquaire « Avez-vous vu ma mère ?» Je répondis que oui. Elle était venue à ma porte juste avant. Il s'excusa alors et dit qu'elle avait la démence et s'était échappée de la maison. Je me sentis soudain mal, mais il me demanda s'il pouvait entrer une minute et je me sentis à nouveau mal à l'aise. Pourquoi avait-il besoin d'entrer? Je lui dis la même chose que j'avais dit à la femme, qu'il prétendait être sa mère. Je dis que nous pouvions simplement parler à travers cette porte. Je lui dis ensuite que je pensais qu'elle était allée dans mon jardin, parce que j'avais entendu quelque chose à ma fenêtre. Je lui dis qu'il pouvait faire le tour et vérifier. Il me remercia et descendit l'allée, et je pensais qu'il était allé dans le jardin. Mais quand j'allais à l'arrière et regardais par la fenêtre, m'attendant à le voir chercher, je ne vis personne, ni lui, ni sa mère. Tout cela était trop étrange pour moi. Je me couchais plus tôt ce soir-là, m'endormant simplement avec la télévision en fond sonore, jusqu'à ce que j'entende à nouveau le son clair de cliquetis sur la fenêtre. Quelque chose de métallique tapait sur le verre. Je me souvins de l'homme inquiet, et je décidai d'essayer d'aider. J'allai à la fenêtre, soulevai le store avec ma main, et je vis cette femme dehors, devant ma fenêtre, avec ce même sourire effrayant. Elle tapait un couteau de cuisine sur ma fenêtre. Je fermai le store et rampais de retour dans mon lit. Cela ne semblait pas réel. Peu de temps après, la sonnette retentit 4 fois. Le cliquetis sur la fenêtre s'était arrêté à ce moment-là. Tout cela était trop suspect. Cela ressemblait à une tentative de cambriolage. J'ignorais la sonnette. Je restais dans mon lit. J'allais attendre que ça passe. Je n'avais pas de téléphone portable. À l'époque, je n'étais pas le gars le plus sociable. En grandissant, je ne voulais pas non plus appeler la police pour une raison quelconque. J'attendis que tout cela passe, jusqu'à ce que ça s'arrête enfin. Le lendemain matin,
Je racontais ce qui s'était passé à mon père quand je l'appelais. Il me dit que j'avais été intelligent de ne pas ouvrir la porte. Tout le monde fut d'accord pour dire que tout cela ressemblait à une tentative de cambriolage. Y a-t-il une chance que cette femme ait vraiment eu la démence et que l'homme était vraiment son fils inquiet? Peut-être, mais tout semblait trop coordonné. Pourquoi voulait-il entrer dans la maison aussi? Comment savait-il même qu'elle était venue à ma maison spécifiquement? Pourquoi n'est-il jamais allé dans le jardin pour la chercher quand je lui en ai donné la permission? Trop de questions sans réponse qui me font croire que j'ai évité que quelque chose de terrible ne se produise si j'avais ouvert cette porte. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, il y a une semaine, au moment où j'enregistre ceci, quelque chose m'est arrivé personnellement qui m'a inspiré à revisiter ce thème. Mon ami Cody m'a demandé de garder son chien Théo pour la nuit. Théo est un petit pomsky et il aboie beaucoup. Alors quand il a commencé à aboyer comme un fou sur quelque chose qui se passait dehors, je n'y ai pas prêté attention, à part lui dire de se taire quelquefois. Mais quand il est allé à la porte de derrière et a continué d'aboyer, j'ai pensé qu'il voulait sortir. Alors j'allais à la porte de derrière pour l'ouvrir. Mais en m'approchant de la porte, je me suis rendu compte que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte de l'extérieur, et puis j'ai vu, à travers la moustiquaire de la porte, qu'il y avait un autre gars qui me regardait droit dans les yeux. C'était dans le jardin, ce qui était déjà assez alarmant, et ce n'était pas quelqu'un que je reconnaissais comme étant un membre de la famille de Cody. Je lui ai donc demandé qui il était, et il m'a répondu en me demandant si j'avais vu Melissa. Melissa est la jeune sœur de Cody, qui a une vingtaine d'années, alors que ce gars semblait avoir la cinquantaine et être sans abri. Je lui ai donc dit qu'il devait partir, qu'il n'y avait pas de Melissa qui vivait ici, et il a dit « Vous êtes sûr ?» J'ai donc dit « Oui, vous devez partir. Il y a des caméras partout sur la propriété. » Il est parti juste après ça. En grandissant, j'ai été élevé dans le Michigan rural. Il n'y avait presque rien à faire. Si vous aimez contempler les arbres, les cultures et passer beaucoup de temps seul, c'était l'endroit idéal. Je suis parti dès que j'ai eu une voiture et assez d'argent pour déménager. Je ne déteste pas la nature, mais je préférerais être près d'une grande ville n'importe quand. Mes parents ne possèdent non plus cette propriété. Ils l'ont vendue il y a 5 ans. Pour la décrire, c'était un terrain de 3 acres. La maison elle-même était assez grande et il y avait un bâtiment de stockage à l'arrière. J'avais 13 ans quand c'est arrivé. Mes parents me laissaient souvent seul à cet âge. Ils me faisaient confiance parce que j'avais mûri jeune et j'avais des responsabilités sur la propriété. C'était un week-end et je jouais à Vice City sur ma PS2 dans le salon, quand soudain un fort bruit métallique est venu de l'extérieur, quelque part dans la cour. J'ai immédiatement couru à chaque fenêtre pour regarder dehors et voir si je pouvais apercevoir quelque chose. Je n'ai rien vu jusqu'à ce que j'arrive à la fenêtre donnant sur le bâtiment de stockage à l'arrière. La porte était complètement ouverte. Je suis allé immédiatement chercher le fusil dans le placard et je suis sorti. J'ai fait connaître ma présence en criant « Qui est là ?» sans résultat. Quand je suis arrivé à la porte,
J'ai fait savoir que j'avais une arme avant de regarder à l'intérieur. Il y avait un tas de choses là-dedans, de la tondeuse autoportée au quad, en passant par une infinité de petits outils de jardinage. Quelqu'un aurait pu se cacher derrière n'importe lequel de ces objets. Même enfant, je n'avais pas peur facilement, mais à ce moment-là, je me suis vraiment senti mal à l'aise. J'ai donc fermé la porte du bâtiment et je suis retourné à l'intérieur de la maison. J'ai verrouillé la porte, puis je me suis assise à la fenêtre pendant très longtemps, observant le bâtiment de stockage, m'attendant qu'à ce que la porte s'ouvre à tout moment. Cette porte était lourde et impossible à ouvrir toute seule. C'était simplement un fait que quelqu'un était venu l'ouvrir. Qu'il soit encore à l'intérieur du bâtiment, je n'en étais pas sûr. J'ai décidé d'appeler mon père et de lui demander son avis. Je suis allé dans la cuisine, au téléphone fixe, et j'ai appelé le portable de mon père. Il n'a pas décroché, alors j'ai laissé un message vocal. C'était à l'époque où il fallait encore laisser un message vocal à quelqu'un, parce que les SMS n'étaient pas courants. Après cela, je suis retourné m'asseoir près de la fenêtre. Mais cette fois, j'ai mis une émission de télé en arrière-plan pour rendre ça moins monotone. J'ai pris le téléphone avec moi. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai entendu des craquements venant de l'étage. Mon cœur s'est alors mis à battre la chamade. Je devais me poser la grande question. Est-ce que je m'emballais? Ou y avait-il vraiment quelqu'un ici? J'avais une sérieuse mentalité de chien de garde. Même si je n'aimais pas particulièrement cet endroit, je le considérais comme le mien, celui de ma famille. Je devais le protéger, mais j'étais dépassé. J'ai repris le fusil et je suis monté à l'étage. Je n'ai rien dit. Appeler ne ferait que signaler à un éventuel intrus que je l'avais entendu. Je suis arrivé en haut des escaliers et j'ai allumé la lumière du couloir. Il y avait 5 portes à ouvrir, toutes fermées. 4 menaient à des chambres, une menait à la salle de bain. Chaque porte avait une fente assez large, en dessous, qui permettait de voir. Le craquement au plafond, que j'avais entendu quelques instants plus tôt, venait du côté de la maison où se trouvait la chambre de mes parents. Je me suis donc mis à genoux et j'ai regardé sous la fente de la porte. J'ai vu 2 pieds nus faisant face à l'autre côté de la porte. J'ai senti mon estomac se nouer. La réalité de la situation est devenue tellement plus réelle et j'ai réalisé que je n'étais pas prête à menacer ou, Dieu m'en garde, à tirer sur quelqu'un. Je me suis levé et je suis rapidement descendu. Je me suis caché dans la salle de bain pour appeler mon père. Il n'a toujours pas décroché. J'ai laissé un autre message vocal, puis j'ai rappelé encore et encore. Il n'a jamais décroché. Il devait avoir posé son téléphone quelque part. J'ai finalement appelé le 911, comme j'aurais dû le faire tout de suite, et j'ai chuchoté au téléphone tout le temps, détaillant exactement ce qui se passait. On m'a dit de rester tranquille dans la salle de bain et de ne pas dire un mot. J'ai entendu des pas descendre les escaliers, puis s'approcher de la porte de la salle de bain, comme si celui qui était là savait d'une manière ou d'une autre que j'étais allé directement dans la salle de bain. Les pas se sont arrêtés devant la porte, et il y a eu une brève pause avant qu'une voix profonde ne dise « Quoi de neuf, gamine ?» Je me souviens encore si vivement de cette voix et de ces mots. Si j'entendais cette voix, aujourd'hui, je la reconnaîtrais immédiatement. J'avais presque envie de pleurer, tellement j'avais peur. J'ai désobéi à ce que l'opératrice m'avait dit, et j'ai parlé. J'ai dit haut et clair. Je suis au téléphone avec la police en ce moment, et j'ai une arme. J'ai mis l'opératrice sur haut-parleur, alors qu'elle me demandait si tout allait bien. L'homme a essayé d'ouvrir la porte, et quand il a réalisé qu'elle était verrouillée, je l'ai entendu s'éloigner. J'ai entendu les pas s'estomper jusqu'au silence.
puis le bruit d'une porte qui claque. C'était le son de la porte de derrière, j'en suis sûr. J'ai poussé un soupir de soulagement et à partir de là, j'ai attendu que la police arrive. Quand ils sont arrivés, j'ai eu l'impression qu'un poids de 1000 kilos venait de s'envoler de mes épaules après une inspection minutieuse de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, confirmant que l'homme était parti. Ils m'ont demandé s'il y avait un autre endroit où je pouvais rester cette nuit-là. J'ai dit oui, la maison de mon oncle. Nous avons contacté mon oncle qui est venu parler avec la police, puis il m'a ramené chez lui. Ce qui me hante le plus, c'est que c'était de ma faute. J'aurais pu empêcher cela. J'ai laissé la porte déverrouillée quand je suis allé au bâtiment de stockage pour enquêter. De toute évidence, c'est à ce moment-là que l'homme est simplement entré dans la maison. Même avec un fusil dans les mains, je ne me sentais pas du tout en sécurité. C'était vraiment l'expérience la plus terrifiante de ma vie.